Votre honneur, bonsoir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle de passage sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que c'est ici que passent ceux et celles qui font le Niger de demain et définissent le Sahel du futur. Aujourd'hui, je suis avec Maître Idrissa Adamou. Il est agent d'affaires. Il est vice-président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, vice-président de l'Association des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Il est président de la Chambre des agents d'affaires du Niger. Il est vice-président de la Chambre des agents d'affaires d'Afrique. Récemment, il fut désigné comme étant l'un des jeunes les plus influents ayant moins de 40 ans. Pour vous dire, celui avec qui nous sommes aujourd'hui fait partie de ceux et celles qui font le Niger d'aujourd'hui et une fois encore définissent les nouvelles bases du Sahel de demain. Notre ministre Adamou, c'est compliqué de vous présenter. J'ai essayé de me prêter au jeu, mais on va aller droit au but. Aujourd'hui, vous vous définissez comme étant agent d'affaires ou quelle est votre définition? Qui vous êtes? Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, oui, je vais présenter ma profession, mais comme je disais, l'idée, c'est pas de me présenter aujourd'hui, c'est pas moi qui suis à l'avant. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en avant le Niger et le Sahel de demain, comme tu as su bien le dire. Alors, effectivement, je suis agent d'affaires de profession. L'agent d'affaires, c'est celui-là qui, en dehors des huissiers, des notaires et des avocats, aide la population à rédiger des actes et gère les affaires d'autrui, que ce soit litigieuses ou non. Que ce soit des affaires judiciaires, que ce soit des démarches administratives tout simplement, ou d'assister la population dans le choix des auxiliaires de justice et dans les procédures, faciliter les procédures à la population. L'idée a été, la loi a été votée au Niger en l'an 2000. Et l'idée derrière, c'était L'existence exactement. La loi, c'est la loi 2000-006 qui a été votée en l'an 2000 au Niger. C'est une profession qui existe depuis les années 1960. Alors, au Niger, c'est arrivé d'abord dans l'idée dans laquelle la profession a vu jour au Niger. Alors, la profession d'avocat, de notaire et d'huissier étant un peu plus complexe et vu la difficulté pour les gens d'accéder à ces professions, le législateur à l'époque a réfléchi à mettre en place une profession intermédiaire entre ces auxiliaires de justice et la population, pour faciliter l'accès à la population et surtout pour un suivi. Parce que, bon, généralement, beaucoup de gens se sont plaints de beaucoup de cas. Et l'agent d'affaires joue ce rôle-là d'intermédiaire entre la population et les auxiliaires de justice et surtout les aider à suivre les dossiers, les représenter. Donc, c'est à peu près ça, l'agent d'affaires. C'est tellement intéressant parce que quand on est entrepreneur et on découvre ce métier, tout de suite on se dit, tiens, si j'avais eu connaissance de toi, quand je devais faire tel deal, ne serait-ce que le contrat, j'aurais mieux fait de t'informer ou bien d'avoir ton avis. Tout de suite, c'est les idées qui me passent par la tête, mais ce n'est pas grave. Heureusement que je reste un entrepreneur, donc j'aurai le temps de vous faire appel. Pour un métier aussi jeune, comment a été le parcours pour arriver à ce niveau? Parce que je me dis, l'an 2025, ça fait 25 ans. Ça sent très bien qu'au Niger et surtout en Afrique, quand une loi est votée, il faut maximum ou minimum 5 ans que la loi soit vulgarisée pour que les gens soient au courant et tout. Comment tout de suite tu te dis, écoutez, moi c'est ce que j'ai envie de faire et voici ce que je veux faire? Alors déjà, je vous dis, en 25 ans, déjà, nous n'avons toujours pas de décret d'application. Donc, ce n'est pas que les 5 ans, imaginez, on est à 25 ans, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas de décret d'application. La loi existe, elle a été modifiée en 2018, mais nous n'avons jamais eu de décret d'application jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, on continue d'œuvrer que sur la base de la loi. Ah ouais. Alors, donc, pour ce qui est ma part, comme je dis, en fait, moi, j'estime que ma part, le process pour moi a été assez particulier. J'ai eu un parcours assez particulier, assez différent. J'ai toujours voulu faire
Ça, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit, avant même de savoir que la profession existe. J'ai connu la profession à travers un ami huissier qui, quand on avait fini nos études, avec qui j'avais étudié, quand on avait fini nos études, qui m'avait conseillé, lui, il était huissier, il m'a conseillé de prendre la même voie que lui. Je dis, c'était pas ce qui m'intéressait. C'est parce que Exactement, c'est pas du tout ce que je voulais. J'aimais bien, j'étais un peu passionné de droit, j'aimais bien l'aspect juridique, mais j'étais plus businessman à l'âme. J'ai jamais fait de stage de ma vie. J'ai jamais fait un seul stage. Oui, de mes études, directement, je suis allé dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Alors, donc, du coup, ça ne m'intéressait pas d'être huissier ou avocat ou notaire parce que je vais devoir prêter serment et faire que cette profession. Alors que ce qui me passionnait surtout, j'aimais bien le droit, mais j'aimais plus le business. Donc, naturellement, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu l'arrêté du ministère de la Justice pour l'exercice de la profession d'agent d'affaires en 2014. Donc, ça fait à peu près 11 ans. À peu près 11 ans. Exactement. Quand on préparait cette émission, vous nous avez fait savoir que à l'époque, genre, c'était pas passé d'un seul coup. Vous n'aviez pas là, il y avait un souci d'âge. Exactement. Alors, quand mon ami m'en avait parlé, quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis approché du ministère de la Justice pour savoir comment ça fonctionnait pour être agent d'affaires parce que ça m'intéressait. C'était exactement ce que je voulais dire, comme je disais tantôt. Alors, on m'a dit que j'avais pas encore l'âge. Quand j'avais fini mes études, j'étais arrivé, j'avais pas encore l'âge. L'âge requis était de 24 ans à l'époque. Donc, j'ai dû faire des business alternatifs avant d'avoir l'âge et avant de pouvoir ouvrir mon cabinet. Tes premiers clients, comment tu les as convaincus? Parce qu'on a une vision, je peux dire à tort ou à raison, on a une vision un peu erronée de la justice en Afrique où on pense que la justice c'est pour les forts, même si j'ai été témoin ou bien j'ai été bénéficiaire des systèmes judiciaires. Pas pour autant parce que je suis fort, juste parce que j'ai poussé les affaires parce qu'il fallait les pousser. Comment tu as arrivé à avoir ton premier client, surtout dans un pays au Niger où on laisse la justice à Dieu? Alors, comme je disais, j'aimais bien le droit, mais j'adorais encore plus le business. Mes premiers clients, c'était plus pour le business. Alors, naturellement, quand j'avais commencé, j'ai fait mon NIF en 2011, fin 2011-2012, que j'ai fait mon premier NIF, que je commençais à entreprendre. Quand j'avais commencé, j'avais pas datement commencé avec le cabinet. Comme je disais, j'avais pas encore l'âge requis pour le cabinet. Alors, donc, j'ai dû commencer très bas. J'ai commencé très bas, contrairement à ce que, vous savez, ici, le problème qu'on a, c'est surtout ce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas envie de commencer bas. Ils regardent que le résultat. Alors, si je te donne mon parcours, comment j'ai fait pour arriver jusque-là, tu tomberas. Alors, quand j'ai commencé en 2012, j'avais commencé par un lavage auto, où je lavais moi-même, malgré mon diplôme. Où tous mes autres camarades trouvaient ça stupide, je ne peux pas avoir des diplômes et puis venir faire un lavage, en fait. Tu avais déjà normalement une licence minimum? Oui, j'avais une licence à l'époque. Donc, alors, après le lavage, j'ai fait un pressing. Après le pressing, j'ai fait un salon de coiffure pour femmes, hommes, avec salle de massage, esthétique et tout ce qui va avec. Je m'étais associé déjà à l'époque avec une amie avec qui on avait étudié. On avait créé le salon de coiffure Black and White. Ça, c'était en 2012. Exactement, Black and White. On avait changé les carreaux en noir blanc. On avait fait une déco noir-blanc. Alors, ça n'avait pas marché. Alors, je me suis lancé dans le commerce. J'ai commencé à importer des chemises, bazins, des vestes, des costumes et tout, que j'ai commencé à importer de la Tunisie, du Maroc. Et puis les bazins, je les prenais au Mali. Ça n'avait pas marché non plus. Et déjà avant l'université, j'avais commencé très tôt. J'ai commencé à faire, déjà à l'école primaire, déjà je partais, j'étais au quartier Poudrière. C'est pas loin de Gamkale, à côté du fleuve. Donc les vendredis, je partais à Gamkale acheter du poisson frais que je revenais vendre à mes parents. D'accord. Et que je vendais au quartier, aux voisins et tout. Après, j'ai commencé à faire le doum que je vendais. Après, je commençais à faire du tofi et des criquets que je faisais à la maison pour vendre à l'école. Donc, j'ai commencé très tôt le business. En fait, j'ai fait mon bac au Mali. Donc, quand j'étais déjà en terminale au Mali, à Bamako, j'achetais du bazin là-bas et j'achetais du thé. Exactement. Badalabougou.
Oui, c'est bien. Exactement. Alors, donc, j'achetais du bazin à Bamako, j'achetais du thé à Gao, que j'envoyais à Niamey pour vendre. Et à Niamey, j'achetais du cuir et de l'argent. Argent matière, mais d'autres que j'achetais, que je revendais à Bamako. Et j'avais une petite discothèque où je louais des CD sur la montagne, justement, comme tu disais, que je louais aux étudiants. Donc, pour dire que j'avais commencé très tôt, en fait. Les gens aujourd'hui ne voient que le résultat. Ils se disent, oui, ça a été facile, ou bien... Alors, c'est que le résultat qu'ils regardent. Mais il y a eu un travail acharné derrière. Alors, j'étais un grand fêtard à l'époque. J'étais un très grand fêtard. Mais quand j'ai fini mes études, quand je suis arrivé, j'ai dû stopper tout. J'ai dû stopper tout. Et quand j'avais commencé à faire le lavage et tout ça, je me suis focalisé que sur ça. C'est ça, exactement. J'ai dû sacrifier énormément de choses pendant que tous mes potes s'amusaient, pendant que les gens sortaient, pendant que les gens faisaient des choses. J'étais focus sur ce que je voulais faire. Exactement. Donc, quand j'avais fini la phase importation des produits qui n'avaient pas marché non plus, je me suis lancé dans les produits cosmétiques qui n'avaient pas marché non plus. Après, je suis allé dans le transport. Ça n'a pas marché non plus. Alors, je me suis reconverti complètement. Je suis allé dans la location de voitures qui avait commencé à prendre un peu, dans lequel je faisais plus de l'intermédiation quand je n'avais pas de véhicule. Donc, c'est dans l'intermédiation jusqu'à ce que je suis arrivé au point de prendre mon premier véhicule à crédit pour pouvoir lancer cette activité. Après, je suis allé dans l'immobilier. Après, je suis allé dans plein d'autres activités, dans plein d'autres secteurs, avant même d'arriver à l'âge d'ouvrir le cabinet. Donc, quand j'ai ouvert le cabinet, j'avais déjà quelques activités qui marchaient. Donc, j'ai pu tenir mes 6 premiers mois sans aucun client. Oh merde, faut mieux le dire, hein. Ouais. 6 mois sans client. Oui, 6 mois sans client. Alors, quand je venais quand même tous les matins. Je m'asseyais tous les matins et j'attendais tous les jours. J'avais pas un seul client. Est-ce que tu as le souvenir du premier client? Alors, oui, j'ai souvenir du premier client, mais le premier client qui s'était approché, d'abord, j'avais un stagiaire. J'avais d'ailleurs commencé à avoir mon premier stagiaire. C'est un staff quand même. Exactement. Alors, j'étais assis sous l'arbre dehors, comme d'habitude, parce que personne ne venait. Et je me rappelais, j'avais les chaises blanches qu'on loue au mariage. C'était ce que j'avais dans mon bureau à l'époque. Et j'avais juste eu de quoi payer les 6 premiers mois de loyer et tout ça. Alors, il fallait tenir. Donc, les 6 premiers mois, je les ai faits sans aucun client. J'ai eu le premier stagiaire, en quittant la fac, il est rentré chez lui, il a vu le cabinet d'agent d'affaires, il s'est arrêté, il me demande c'est quoi agent d'affaires. J'avais eu le même réflexe, donc je lui ai expliqué c'était quoi. Il m'a dit mais ça l'intéresse, lui il fait droit et il veut bien un stage. Je dis ben oui, si tu peux. Il me dit oui, quand? J'ai dit viens tout de suite. Je me rappelle très bien, il fait de passage, il était étonné, mais j'ai dit oui, viens si tu veux. Moi je fais des sports. Et on a commencé ensemble. Aujourd'hui, il est huissier. Je profite de ce plateau pour le rendre hommage. Pour le rendre hommage. C'est parti des premiers. Exactement. À y croire vraiment. Aujourd'hui, il est ici, il est à Zender. Il s'appelle Aboubakar Saini. Maître Aboubakar Saini, il est ici de justice, il est à Zender, comme je disais tantôt. Alors, c'est comme ça que j'avais commencé. Quand j'ai commencé à avoir le tout premier client, il était venu pour une légalisation. Alors, on n'était pas habilité à faire des légalisations, mais... Exactement, mais quand même, c'était la joie. Enfin, et c'était un voisin. De passage, il a vu maître, il s'est dit, bon, il légalise. Ils sont venus, on ne légalisait pas, mais on a pris les documents. Il y avait un notaire à côté. Aboubakar, il a pris, il a légalisé et puis il l'a ramené. C'était pas chez nous, mais quand même, c'était notre premier client. Et après, on s'est mis à lui expliquer tout ce qu'on faisait et tout. Après, c'est allé de bouche à oreille. Ça a commencé comme ça. Et puis... la réalité pour que les gens puissent venir, pour revenir à ta question, c'est que j'ai dû faire beaucoup de prestations gratuitement. On va en arriver là. Sauf que l'eau a coulé sous les ponts, l'effort a fini par payer. Aujourd'hui, vous faites partie des 300 agents d'affaires du Niger sur une population de plus de 20 millions d'habitants. 300 agents d'affaires, ça veut dire que le métier reste un réseau, un cercle très fermé. Quels sont les produits que vous, aujourd'hui, je ne sais pas si vous, le terme adapté, c'est produits ou services, mais concrètement, aujourd'hui, quels sont les produits que vous proposez, mais les services que vous proposez en 2, 3... Alors, comme je disais, vous savez, l'agent d'affaires, il a un champ très vaste. Alors, donc,
vous avez des agents d'affaires qui sont spécialisés en comptabilité. Donc, vous avez des agents d'affaires qui accompagnent leurs clients dans tout ce qui est comptabilité, dans tout ce qui est fiscalité. Alors, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est le recouvrement de créances. Moi, je me suis spécialisé dans le recouvrement de créances. Et hormis le recouvrement de créances, je me suis également spécialisé dans le partenariat public-privé, qui est dans le montage de dossiers, dans les conseils de bonne gouvernance, dans tout ce qui est accompagnement pour les levées de fonds, pour les projets structurants pour les États, des mises en relation État privé et État-État. Donc moi, perso, c'est dans ça que je me suis spécialisé. Par rapport à ce sujet, j'aurais appris que, par exemple, quand tu prends un pays comme le Nigeria, quand le président nigérian voyage, il voyage pas seul. Il voyage avec vraiment toute une armée d'intellectuels où s'il faut aller faire des prêts, il y a des gens qui intellectuellement réfléchissent le truc et tout. Est-ce qu'on a cette configuration ici aussi? En bref, est-ce que ce besoin est là dans votre écosystème nigérien? Alors, ce mindset, déjà, c'est un mindset anglophone. Vous savez, les Anglais, c'est comme ça qu'ils font. C'est un débat qui se débat. Exactement, avec beaucoup d'entrepreneurs. Justement, parce que eux, ils ont compris que, justement, l'économie d'un pays tourne autour de l'entrepreneuriat. C'est autour du privé. C'est le privé qui fait l'économie d'un pays. Ils ont vite compris cela. Donc, les présidents, quand ils voyagent, généralement, ils voyagent avec les grands entrepreneurs qu'ils introduisent directement dans les pays où ils vont. Ce qui fait que vous allez... Récemment, vous allez voir à l'écran, récemment, on a vu Timbu qui était en France avec Tomielou. Melou, où il y a eu un partenariat. On va vous mettre une image à l'écran pour illustrer justement ce que vous dites, que c'est des dîmes qui sont faits quand tu tapes, quoi. Le président est derrière, il met l'entrepreneur devant pour que économiquement ça puisse signer des accords. Exactement. Alors, vous savez, je vais vous donner le cas du Nigeria. Le Nigeria... Comment le Nigeria aujourd'hui, les entrepreneurs, des grands entrepreneurs nigérians, comment ils sont arrivés là où ils sont? C'était au temps de Obasanjo. C'est Obasanjo qui les a créés. Obasanjo a réfléchi et puis il s'est dit, qu'on appelle affectueusement Obiji, il s'est dit, tiens, à un moment donné, on ne va pas continuer à enrichir les autres. Il faut que ça passe par nous. Il s'est mis pour mission de créer 100 nouveaux milliardaires au Nigeria. Donc, il a choisi des Nigérians à qui on a donné des monopoles spécifiques pour pouvoir les permettre de grandir. Et ils ont eu derrière, parce qu'ils ont leur monnaie en fait. Donc, la banque centrale derrière... était puissante. Exactement. Donc, elle a garanti ces entreprises pour qu'elles puissent lever des fonds au niveau des banques pour pouvoir entreprendre. Et comme ils ont un monopole, naturellement, ça va vite. Ils sont plus de 200 millions d'habitants. Quand vous avez quelque chose à produire ou bien quand vous avez quelque chose à vendre à 200 millions de personnes, naturellement, ça va... Même 1% de la part de marché, ça vous fallait... Exactement. Alors, c'est comme ça qu'on a créé ces entrepreneurs qui sont devenus aujourd'hui des champions nationaux. Et aujourd'hui, ces gens-là, après l'État, sinon ils sont même devant l'État, c'est eux qui emploient le plus de personnes après l'État. Et aujourd'hui, chaque régime est obligé de fonctionner avec eux. Est-ce qu'on a la même configuration? Alors là, pas du tout. J'aurais aimé que, par exemple, dans le CCR qu'on vient de faire, par exemple, qu'on accorde un peu plus d'importance, un peu plus de place au privé. La Chambre du commerce a eu un seul siège. Quand même. Et aujourd'hui, avant, nous avions un ministère dédié aux jeunes entrepreneurs qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, donc, il y a c'est des choses qu'il faut revoir. OK? Naturellement, c'est plus complexe. L'environnement est beaucoup plus complexe. La situation est beaucoup plus complexe. Et le moment, surtout, est très différent. Le moment est différent, mais je fais partie de ceux qui pensent que c'est un moment d'urgence où il faut agir maintenant, vite et surtout efficacement. Donc, les questions, comme les questions que nous sommes en train d'aborder, d'économie, d'implication des acteurs économiques, c'est une question urgente. C'est pas tout à fait les types de questions qu'on peut dire, on laisse en pause, après on verra, en fait, parce que notre survie en dépend. Exactement. Alors, déjà, ça a commencé, parce que récemment encore, Son Excellence, le Premier ministre du Niger, qui est en même temps le ministre des Finances du Niger, lors de ses voyages, il a commencé à amener le président de la Chambre
de président de la Chambre de commerce. Alors, derrière, c'est quoi l'idée? C'est justement renouer les partenariats et relancer les activités. Bon, il reste encore beaucoup à faire naturellement, mais déjà, ça a commencé. Et on se réjouit pour ces premiers Pas exactement. Vous avez parlé de recouvrement. Et comme beaucoup de Nigériens, Nigériennes, on a suivi, comme avec beaucoup d'intérêt aussi, que non seulement le Niger prête de l'argent, c'est-à-dire le Niger est prêteur, mais le Niger aussi a des banques ou bien a des pays qui le doivent. Est-ce qu'on a déjà eu des configurations où un paiement du pays est bloqué parce que peut-être on a vendu du pétrole, peut-être on a vendu du phosphate. Souvent on voit dans les films, mais on a envie de savoir, est-ce que c'est nous, ça arrive? Parce que souvent, on dit qu'on a prêté de l'argent, le Niger a prêté de l'argent, mais on vend aussi. Est-ce que quand on vend, on nous paye toujours la totalité ou bien il y a des fois où il faut que, bon, on a envie de comprendre. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors, donc, pour l'État, par exemple, alors, quand l'État vend, naturellement, à cause de la convertibilité du franc CFA qui est relié à l'euro, il y a une partie de notre argent qui est gardée par la Banque centrale française pour garantir cette convertibilité du CFA. Oui, naturellement, il y a une partie qui reste. L'autre partie est donnée, mais il y a une partie qui reste. Donc, c'est pas dans le sens, ils ne reversent pas parce que, alors. Ah oui, quand même. Alors, maintenant, l'État prête de l'argent. Alors, vous savez, sans beaucoup réfléchir, la première puissance mondiale, c'est les États-Unis. Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Ça veut dire que, quand même, prêter, c'est pas mauvais. Alors, le prêt et la dette, vous savez, en économie, c'est différent dans la comptabilité. Alors, en comptabilité, la dette, c'est un passif. C'est quelque chose qu'il faut rembourser. En économie, la dette, c'est un actif. Quand on s'endette, on devient plus riche parce que la dette qu'on prend, on est censé l'investir pour générer des ressources. Donc, c'est très différent. En macroéconomie, quand on parle de dette, la dette est considérée comme un actif. Sauf que nous ne sommes pas en train de l'utiliser actif. Parce que vous savez, alors c'est un sujet tellement long et passionnant. Je vais donner quelques éléments. Depuis les années 90, vous savez, avant les années 90, le Niger avait plus d'une centaine d'industries qui ont tous été fermées lors de l'ajustement structurel. Alors, donc, le colon, à l'époque, a réfléchi. Il s'est dit, tiens, à l'époque, tout ce qu'ils avaient comme sous-production était versé en mer. Parce que s'ils le mettaient en circulation, ce qui va se passer, c'est ça va créer une inflation, ça va créer la baisse des prix. Quand il y a plus d'offres, l'offre et la demande. Ils se sont dit, il faut qu'ils trouvent sur les consommateurs. Alors, ces consommateurs-là, c'est en Afrique qu'on les a, où on ne réfléchit pas beaucoup, où on ne fait pas beaucoup de tests, où on ne cherche pas beaucoup de choses. Alors, eux, ils se sont mis à industrialiser leur pays, mais à un moment donné, ils vont bien pouvoir vendre. Exactement. Alors, donc, ils nous ont dit, nous, on n'a pas le droit de faire ces industries, parce que si on les fait, qui va acheter leurs produits? Et en ce moment-là, ils avaient encore le lead et le monopole de nos pays. Ils nous ont fait fermer toutes ces industries-là. Quand vous dites en ce moment-là, enfin, moi, je ne sais pas dans la polémique, je fais dans du vrai, et je pense que vous aussi. Quand vous dites en ce moment-là, vous pensez que les choses ont changé? Naturellement que les choses ont changé, beaucoup changé. Alors, déjà aujourd'hui, vous savez, que je vous parle aujourd'hui de toutes ces choses-là, de tout ce qui s'est passé, il a bien fallu que quelqu'un parle, quelque part. Alors, aujourd'hui, c'est vulgarisé. Ces informations et tout ce que je vous dis sont vérifiables. C'est qu'il n'était pas le cas à l'époque. C'est que donc, à l'époque, les gens n'étaient pas au courant même de ces... On voyait seulement les industries fermées. Exactement, sans savoir exactement pourquoi. Orientés dans un autre sens, mais on ne savait pas exactement pourquoi. Exactement. Alors donc, on nous a expliqué que on ne peut pas faire du business. L'État ne fait pas de business. L'État ne cherche pas de l'argent. L'État a une fonction régalienne et elle s'en tient à cela. C'est faux. Alors, naturellement que c'est faux, parce que si on le fait, si on va dans ce sens, on va devoir être un État emprunteur. On va passer notre vie à prêter, à payer les charges, l'année prochaine à reprêter, à payer les dettes et à repayer les charges. À un moment, on accueille de la valeur. Exactement. Et ce qui fait que chaque année, alors, quand je vois les gens parler à la télé, dire qu'à l'époque, la dette était de temps, aujourd'hui elle est de temps. Notre dette aujourd'hui tourne autour de 5 000 et quelques milliards. Ce n'est rien du tout pour un pays comme le Niger et tout ce que nous avons comme ressources. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on prête, il faut qu'on puisse l'investir. Il faut qu'on puisse générer
des ressources avec ce qu'on investit. Ces ressources, c'est qu'on investit, les ressources que ça génère permettent de payer les dettes. Aujourd'hui, le Ghana y est arrivé. Le Ghana y est arrivé, mais pas facilement. Hein. Bien sûr. Alors, déjà, il faut comprendre quelque chose. Comme disait Thomas Sankara, vous savez, un peuple qui ne peut pas se battre. Ouais, qui n'assume pas, l'esclave qui n'assume pas sa révolte n'a pas droit à ce peuple. au comité. Exactement. Alors, donc, à un moment donné, on est obligé, c'est soit on veut pas. On ne peut pas changer un système qui a perduré plus de 60 ans en 1 an ou 2 ans. Alors, les actes que nous posons aujourd'hui auront des conséquences dans 10-15 ans. Donc, on ne peut pas s'attendre à des fruits tout de suite, en fait. Exactement. C'est un investissement. Exact. Et ça fait partie également des erreurs que je vois faire généralement les gens parce qu'ils attendent des réponses tout de suite. C'est pas possible. Ça fait 60 ans que ça dure. Ça revient à ce que je disais. On est dans une époque où tout est urgent. Il n'y a pas de secteur dans lequel aujourd'hui on va se dire non. Par exemple, sur le plan de l'énergie, on a un peu de temps. Ou bien sur le plan de l'éducation, on a un peu de temps. Sur le plan de la santé, on a un peu de temps. Ou bien sur le plan de l'agriculture, on a un peu de temps. Il n'y a aucun secteur qui nous laisse de répit. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, comme vous le faites, pour que les gens puissent comprendre pourquoi les choses sont lentes et surtout comprendre que c'est un process qui a déjà duré auparavant, plus de 60 ans. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle démarche au niveau des différents États qui essaient de se réapproprier leur souveraineté. Et cette souveraineté aussi qui passe surtout, et souvent, moi je dis surtout même, par la souveraineté économique. Aujourd'hui, on exporte du pétrole. Est-ce que c'est un avantage pour nous ou bien c'est un inconvénient? Si oui, dans quel sens cela nous avantage d'être pays producteurs du pétrole? Parce que ça fait quand même un sacré temps que j'ai produit du pétrole. Alors, vous savez, comme je dis, le pétrole, il y a des pays où ils ont commencé à avoir le pétrole dans les années 80-90. Nous, on a commencé récemment, en 2011-13, qu'on a commencé réellement à exploiter notre pétrole et à avoir les premiers blocs. Le premier bloc a été donné, je crois, en 2003 et puis Agadem en 2008 ou 2009. Alors, on est des bébés dans le business du pétrole. Et maintenant, il faut reconnaître que les Nigérians ne s'y intéressent pas réellement. Et c'est qui est dommage. Mais dans quel sens? Quand j'ai un ami, je sais qu'il va regarder cette vidéo, il a l'habitude de regarder mes vidéos, il s'appelle Kader, il a étudié à Zender, il a fait la pétro, il n'a jamais eu de boulot. Donc, pour lui, quand vous dites que les Nigériens ne s'intéressent pas à leur pétrole, je pense que lui, il va s'y sauter, il va dire, mais mon grand frère, il dit quoi comme ça? Je vais m'expliquer. Dans quel sens? Je vais expliquer. Vous savez, justement, tout ça rejoint ce que j'avais dit au préalable. Ça fait 60 ans qu'on nous a mis dans la tête qu'on doit aller à l'école, qu'on doit faire un cursus, avoir un diplôme et aller travailler. Il faut changer ce mindset. On n'est pas obligé de travailler pour quelqu'un, on n'est pas obligé d'aller avoir une fonction. Et ce que je dirais à votre ami, c'est de créer son entreprise. Il a une connaissance, de chercher maintenant à mettre en pratique ce qu'il a appris à l'école et à créer une entreprise. Il n'est pas obligé de se soumettre à tout ce monde. Il n'est pas obligé d'être dans un rang à attendre qu'on le prenne dans la fonction publique. Ça aussi, c'est un mindset qu'il va falloir changer. Alors, nous avons tellement d'opportunités, nous avons un pays tellement vierge. Alors, quand vous dites que le Nigérien n'arrive pas à tirer de profit de son pétrole ou bien ne s'y intéresse pas, dans quel sens vous dites ça? Parce que justement, ils créent pas d'entreprises qui sont. Alors aujourd'hui, pour beaucoup de services liés au pétrole, on est obligé d'amener des gens de l'extérieur. Aujourd'hui, pour les simples maintenances, pour la simple maintenance des d'une turbine ou des têtes de puits ou tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous avez quelques rares Nigériens qui commencent à s'y intéresser. Aujourd'hui, il y a quelques Nigériens qui commencent à s'y intéresser. Mais il y a 5 ans, 8 ans, il n'y avait pas de Nigériens dans le domaine. On est obligé de chercher pour tous les postes, on est obligé d'amener des étrangers pour le faire. Alors, est-ce que vous pensez que eux qui le font, ils ne vont pas nous apprendre? Si nous-mêmes, on ne force pas, si nous-mêmes, on ne part pas chercher. Exactement. Alors, c'est comme si je prends un stagiaire et qui vient chez moi, tous les matins, moi je viens, je travaille, lui il est là, il est assis, il dit qu'on ne lui a pas confié de travail. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent. Pour moi, ce n'est pas un stagiaire. Le stagiaire, il se lève le matin, il vient. Qu'est-ce qu'il y a à faire?
qu'est-ce que vous me confiez? Il n'y a rien à me confier, c'est pas grave, je fouille tout. Je trouve quelque chose à faire. Mais quand tu es dans cette conception d'attendre, déjà, ils sont déjà prédéfinis. Ils pensent qu'il faut aller à l'école, avoir un diplôme et attendre un boulot. Déjà, c'est un mauvais choix. Ils voient déjà les choses de la mauvaise manière. Donc, on n'est pas en train, les Nigériens ne sont pas en train de développer ce secteur pétrolier, ils ne sont pas en train de s'y intéresser réellement. Et ce qui est intéressant dans Ebony, le podcast, c'est qu'on essaie de se projeter, en fait. Là n'est pas le problème. Mais dans 15 ans, est-ce qu'on va encore dire la même chose? C'est là le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, j'espère qu'à travers ce podcast, quelqu'un saura que, écoute, dans le domaine du pétrole, il y a de quoi s'y intéresser. Pour la petite anecdote, moi, je regardais un podcast et à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, il y a une société de soudure. Et il disait le salaire des soudeurs qui se travaillent dans le domaine du pétrole. Mais c'est des salaires XXL. Alors, vous savez, ici ça existe. Vous avez quelques entreprises qui le font. Par exemple, dans le domaine minier, avec Orano, par exemple, je vais donner quelques exemples, pas pour le faire de la pub, mais quand même, il y a Migas, par exemple, qui est spécialisé dedans, qui a fait énormément de choses avec Orano, qui a fait des miracles avec Orano, qui était ex de là-bas. Une entreprise nigérienne, oui. Parce qu'à l'époque, même pour les soudeurs, il fallait les amener d'ailleurs, en fait. Alors là, lui, il a démissionné, il a pris maintenant, il s'est formé, il s'est auto-formé dedans, il a créé une grosse entreprise dans le domaine de la soudure. Alors, donc, pour ce genre de choses, par exemple, là, maintenant, on a fait le pipe. Dans le pipe, qu'est-ce qu'on a réellement gagné? Pas grand-chose parce que tout a été importé. Tout a été importé. Maintenant, pour la maintenance, pour le suivi, pour tout ce qui va, c'est encore des étrangers qui le font. Maintenant, pour revenir à ta question, dans 15 ans, ça sera pas pareil parce que, comme je disais, il y a quelques entreprises qui ont déjà commencé à s'y intéresser. L'État a déjà demandé à beaucoup d'entreprises chinoises d'aller en consortium avec des Nigériens pour qu'ils puissent voir comment est-ce que ça fonctionne, pour qu'ils puissent prendre la relève demain. Donc, je pense que d'ici 10-15 ans, cela va changer. Comme ça a changé entre quand moi j'avais commencé de 2010 à aujourd'hui, à l'époque, quand on disait à une jeune fille de faire du business, c'était pratiquement pas imaginable. Quand elle finissait les études, c'était attendre un boulot. Aujourd'hui, quand vous voyez, quand on fait les foires, le nombre de jeunes filles qui créent, produisent, qui font des agros, qui font des pommades, qui font du criquet, qui font du tout. Alors, c'est en train de changer. Mais comme je disais, comme je dis encore, c'est un process. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce process-là, le changement de mentalité pour que ces jeunes-là puissent s'y intéresser et investir dedans, ça a pris une quinzaine ou une vingtaine d'années pour y arriver. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas attendre du gouvernement ou de l'État aujourd'hui pour les décisions qu'ils prennent tout de suite là, que cela nous impacte tout de suite. Exactement. On va aller sur un de tes domaines d'expertise aussi, qui est les levées de fonds. Et quand on est entrepreneur comme moi, on en fait chaque jour, on en tente chaque jour, on discute avec des investisseurs des quatre coins du monde. Moi, je peux vous regarder droit dans vos yeux, vous dire que c'est pas facile. Et des fois, le seul péché, c'est d'être africain. Des fois, le seul péché, c'est d'être au Sahel. Des fois, le seul péché, c'est d'être au Niger. Pour des considérations qui, la plupart du temps, sont, honnêtement, à mon avis, pas sur la qualité du produit qu'on propose, pas sur l'avenir du produit qu'on propose, mais tout simplement parce que c'est instable politiquement chez vous, on ne peut pas venir. Chez vous, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Chez vous, on ne peut pas venir parce que telle chose, et tout souvent, et très souvent, autour de la politique, autour de la sécurité. J'ai envie de vous demander, quand nous, en tant qu'individus, voici le problème qu'on rencontre, un État comme le Niger, qui part faire des levées de fonds à l'international, quelles sont les difficultés qu'un État peut rencontrer? Alors, je vais aller du micro au macro. Macro. Pour moi, aujourd'hui, un entrepreneur. Mais peut-être que j'ai posé mal la question. Mon cerveau me joue des tours. Est-ce que je dois parler des difficultés ou bien des atouts qu'on a? Anyway. Alors, je vais parler des deux. Et au niveau micro, comme j'ai dit, et au niveau macro. Alors, quand l'investisseur ne s'intéresse pas, demandez-vous pourquoi. Vous savez, il y a quelques années, il y a 30 ans en arrière, les Nigériens qui partaient chercher, qui les tout premiers à partir en Chine, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, chercher de l'argent au Togo,
les Chinois, les Nigérians, les Togolais, leur donner des produits à crédit de plusieurs millions. Parce qu'à l'époque, le Nigérien était solvable et le Nigérien était très sérieux. Ça s'est dégradé au fil du temps. Donc aujourd'hui, pour un investisseur, pour venir dans un pays, toi, en tant que Nigérien, tu es ici, on te dit viens investir au Burkina Faso, qui est à côté, avec lesquels on a à peu près les mêmes réalités. Je pense que tu y réfléchiras plusieurs fois avant d'y aller. Tu as besoin d'une certaine assurance. Tu vas aller fouiller dans tout ce que tu peux pour chercher, voir pour ceux qui l'ont fait. Comment ça s'est terminé pour eux? Comment ça s'est terminé fort. Mais comment ça se poursuit pour eux? C'est la première des choses qu'il faut faire. Alors, donc, niveau micro, moi, je dis que le financement, c'est la dernière étape pour un entrepreneur. Un entrepreneur qui a une idée, pour qui on prend de l'argent, on le lui donne. Moi, je pense qu'on ne lui fait pas du bien, on lui fait du mal. J'ai eu la chance d'avoir un seul conseil. Quand j'avais commencé, comme je disais, j'ai fait une dizaine d'activités qui n'ont jamais marché. Je n'ai pas abandonné pour autant. J'avais jamais eu tout ce qu'il y a aujourd'hui, où on vous conseille, on fait des renforcements de capacité, on vous fait des formations gratuitement. Moi, je n'avais pas eu tout ça. Pour savoir le type de management qu'il fallait, il fallait que je renvoie tout mon personnel et que je reprenne et que je change de management. Pour savoir quel type de management il fallait faire. Est-ce qu'il fallait être le boss sympa? Est-ce qu'il fallait être le boss méchant? Est-ce qu'il fallait être le boss qui mangeait avec le personnel? Est-ce qu'il fallait être le boss qui rentre, qui salue pas et qui parle à personne? J'ai tout essayé avant d'avoir le juste milieu qui était adapté. Il était conforme à ta personnalité. Alors, ça n'a pas été facile. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand un entrepreneur me dit qu'il a des difficultés, j'ai du mal à comprendre en fait. Déjà, l'idée, à la base, quand on est à la phase idée, c'est pas de l'argent qu'il faut. Tu n'es pas entrepreneur quand tu peux pas générer de l'argent. C'est pas possible. D'accord. Il faut déjà que tu apprennes à générer de l'argent à base de rien. Si tu n'apprends pas à faire cela, quel que soit le montant qu'on te donnera, tu le finiras et ça marchera pas. On n'en est pas là. Moi, je me dis que le problème précis, c'est quoi? Un entrepreneur X qui se dit que, écoute, voici ce qui se passe dans un espace Y. Et moi, j'ai envie de faire la même chose ici. J'ai les compétences, j'ai l'expérience qu'il faut, j'ai le réseau qu'il faut pour la distribution de pots jusqu'à l'écoulement. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est du cash. Comme vous venez de le dire, entre-temps, la confiance entre humains s'est dégradée. Personne ne veut plus te donner un produit pour que tu le payes après. Et cet entrepreneur se retrouve face à ce mur-là aujourd'hui. Comment tu arrives à lui dire que c'est ta faute, ça, c'est sa faute? Déjà, moi, je crois pas en tout ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un qui n'a jamais essayé ne peut pas me dire qu'il a l'intelligence, qu'il a le produit, qu'il a le réseau, qu'il a tout ça sans avoir essayé. Je crois pas. C'est théorique. Tout ce qu'il dit, c'est théorique. Il n'a jamais essayé, il n'a jamais testé. Son réseau qu'il pense avoir, peut-être ne va pas le soutenir quand il va rentrer dans le business. Souvent, quand on fait du business, ton premier frein, c'est tes proches. Donc, tes proches là que tu penses avoir, si tu ne les as pas testés, tu ne peux pas me dire que moi, tu as un réseau. Exactement. Tu ne peux pas non plus me dire que tu as le produit, tu as tout ce qu'il faut. Parce que, vous savez, il ne suffit pas de voir quelqu'un a fait et se dire que ça va marcher. Ça peut marcher pour un et ne pas marcher pour l'autre. Alors, vous pouvez vous lever de la même manière, être frère et sœur, être même des jumeaux, sortir du même ventre au même moment, de mêmes parents, même éducation, même atmosphère, même lieu, et que vous soyez complètement différents. Ou bien que vous essayez quelque chose pour que l'autre ça marche et que pour l'autre ça marche pas. C'est tout ça qui montre la place du divin en fait dans la vie. Exactement. Alors, donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ça ne marche pas comme ça. Il ne suffit pas juste de se dire qu'on a tout et penser que ça marche comme ça. Exactement. Ce réseau-là, tant que tu n'arrives pas, toi, à base de rien, le créer, l'expérimenter, le tester, l'éprouver, tu ne peux pas dire que tu l'as. Et quelqu'un d'autre ne peut pas mettre son argent dedans. Et ça veut dire que, pourquoi, par exemple, dans un pays que je vais encore donner l'exemple, au Nigeria, pourquoi on a ce type de financement participatif qui chaque fois, il y a des levées de fonds au niveau local. Pourquoi on a cette... On revient sur le cas du Nigeria, je vous ai dit la recette. C'est l'historique, c'est
il y a eu un nombre d'États qui a pris des décisions qui sont en train de continuer d'impacter positivement. Tommy, donc, dont vous venez de donner le nom. Alors, Tommy a été boosté par Obasanjo. Et aujourd'hui, il booste des milliers de jeunes. Exactement. Parce que c'est le levier qu'on a créé pour cela. Ce qu'on n'a pas fait dans nos pays francophones. Parce que nous, on nous a dit que c'était pas possible. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et on s'est toujours plié. On était les bons élèves. Okay, on était les bons élèves parce qu'on pensait qu'on était sur le bon chemin. Maintenant qu'on s'est rendu compte que c'est pas le cas, que ce soit le cas ou pas, maintenant qu'on s'est rendu compte que nous, on veut changer. On veut faire des choses. On veut le faire différemment. Vous pensez que du coup, ça peut changer? Alors que dans notre éducation, déjà à la base, c'est ce qu'on nous a appris jusqu'ici. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont formatés, qui ne savent faire que ça, qui pensent que c'est ce qu'il faut. Donc, ça ne peut pas changer de jour au lendemain, comme j'ai dit. Et un entrepreneur qui commence aujourd'hui, s'il ne sait pas générer des fonds. Comme je disais, quand j'avais commencé, personne ne m'a jamais donné un seul rang. J'ai commencé tout ça, j'ai commencé à être intermédiaire, à avoir des commissions. Et c'est ces commissions-là que j'ai mis ensemble pour avoir mon premier véhicule pour commencer à faire la location. Super. Revenons aux soucis de levée de fonds. Là, on a parlé du micro. Exactement. Où je conçois qu'investir au niveau micro, dans un entrepreneur, c'est plus risqué que d'investir dans un État ou dans un groupe ou dans un groupe. Au niveau des États, comment ça fonctionne les États? Non, les deux sont différents. Okay. C'est complètement différent. Pour les États, comment ça fonctionne? Pour les États, déjà, vous avez plusieurs marchés sur lesquels vous pouvez lever des fonds sur le marché UEMOA, sur le marché interne, qui utilise le franc CFA comme tout le monde. Vous pouvez prendre des prêts ou lever des fonds au niveau international avec d'autres pays, avec d'autres cabinets et tout ce qui s'ensuit. Alors, maintenant, vous avez les cabinets de notation comme Moody's, comme Fitch, qui vous donnent des notations des pays en fonction de plusieurs éléments. Alors, l'investisseur est différent du banquier, par exemple, ou bien du financier d'une institution financière, de la microfinance qui va prêter de l'argent à une personne. C'est très différent. Alors, pour les États, c'est compliqué. Pour les États, c'est encore un autre niveau parce que là, on parle de plusieurs centaines de milliards. Les levées de fonds se font différemment. Il y a des notations par pays. Les notations, là, sont en fonction de plusieurs choses. Déjà, la sécurité, la stabilité politique, la justice. Mais comment on fait les affaires? Le climat des affaires. C'est tout ça que l'investisseur regarde pour mettre son argent dedans. Les pays, généralement, il y a moins de risques que l'entrepreneur parce que les pays sont généralement solvables. Mais il faut mettre derrière les bonnes garanties. Alors, ces bonnes garanties-là, vous avez la Banque mondiale et le FMI qui vous dit « Ah non, vous ne pouvez pas donner de garantie ». Alors, quand vous demandez pourquoi, parce que c'est eux qui font les aides budgétaires à chaque mois ou chaque trimestre pour vous accompagner à tenir votre pays. Donc, naturellement, moi, si je te prête de l'argent tous les mois pour que tu payes ta facture ou bien que tu payes ton essence, ton carburant et ta nourriture, ben, tu es d'accord avec moi que j'ai le droit de te dire de ne pas mettre la clim H24 parce que c'est moi qui paye. Exactement. C'est qui est logique. Alors maintenant, si moi, je suis vendeur de climatiseurs, OK, malgré que tu sois pauvre, malgré que tu aies envie qu'on t'apprenne, par exemple, un métier ou bien qu'on t'achète, qu'on te donne un fonds de commerce pour que tu commences un business, moi, je te dis non, moi, je suis dans des clims. Puisque c'est ce que je produis. Bien sûr, bien sûr. Non seulement tu me dois, je me libère d'un produit, je me fais de bénéfices. Et ici, c'est le cas. Vraiment. Voilà, c'est exactement comme ça que la Banque mondiale joue avec nous et puis le FMI. Alors, si tu es de bonne guerre, encore une fois. Parce que nous sommes dans un monde qui a ses règles et ses codes. Parce que déjà, la Banque mondiale et le FMI, alors, c'est des investisseurs, c'est des gens, c'est des pays qui ont mis leur argent. Alors, naturellement, on fait leur politique. Quand tu es actionnaire dans une institution, que ce soit, par exemple, pour ton business, si moi, je suis actionnaire à plus de 50% dedans, ben, je ne veux pas accepter peut-être certaines choses. Je vais peut-être te dire que l'endroit est petit, je vais peut-être te dire que la peinture n'est pas bonne. Alors, c'est moi qui vais diriger la politique. Et c'est de bonne guerre. Et naturellement, si tu ne veux pas mettre de clim parce que tu te dis que c'est beaucoup de cher et que moi, je vends des clims, ben, je vais te dire de mettre une clim parce que c'est moi qui la donne et je vais te la facturer après. Exactement. C'est la même chose qu'on est en train de faire au niveau des États. On te dit que tu ne peux pas prêter à un taux de plus de 2%. OK? Il faut que le taux soit concessionnel. Ce taux concessionnel-là, tu es d'accord avec moi que la Banque mondiale et le FMI, aujourd'hui, cet argent-là qu'ils ont, c'est une partie de notre argent qui va pour la convertibilité du site. Alors, cette convertibilité, les gens, d'aucuns te diront que cet argent-là est stocké, on n'est pas en train de l'utiliser, sauf que l'argent stocké génère de l'argent. Et l'argent stocké, oui, normal, ça génère de l'argent. C'est l'épargne qui devient le crédit chez quelqu'un, quoi. Ça.
Alors, donc, c'est ces intérêts-là qu'on peut mettre. Donc, c'est naturel qu'on puisse vous le donner à 2%, ou même qu'on vous extende certains, qu'on vous dise, ah oui, on vous laisse certaines parties. Parce qu'en fait, c'est votre argent. Exactement. Est-ce que aujourd'hui, dans le Niger dans le Niger dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir espoir que économiquement on puisse se structurer et s'en passer de cette diktat, si je peux le dire ainsi? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand vous prenez la Chine dans les années 60, elle n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Exactement. Quand vous prenez Singapour en 1960, elle n'était pas Singapour d'aujourd'hui. Quand vous prenez la Suisse en 1960, elle n'était pas la Suisse d'aujourd'hui. Et surtout quand vous voyez les Corées. Exactement, c'était pas de la Corée d'aujourd'hui. Alors donc, vous voyez, c'est ne pas croire, c'est la première faille, je pense. Parce que naturellement que ça va aller. C'est obligatoire, en fait. C'est juste une question de temps, comme je disais. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises, oui, naturellement, d'aucuns diront que ces décisions ne sont pas toutes bonnes. On est des humains. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut faire que du bien? On ne peut pas faire que du bien parce qu'on est des humains. On est imparfait de nature. Oui, on fait des erreurs. Naturellement, oui. Nos dirigeants font des erreurs. Naturellement, parce que c'est des humains. Mais ils prennent aussi des décisions qui vont impacter dans 5 ans, dans 10 ans. Les gens qui vont venir après se rendront compte de la bonne décision d'hier. Tanja, à son époque, quand il disait qu'il y avait du pétrole, il fallait faire du pétrole, personne ne le croyait. Le régime Issoufou, à l'époque, le PNDS, était opposant. Il disait que c'était du n'importe quoi. C'était juste ce qu'il disait pour faire son tazarké. Le pétrole, là, nous a sauvés aujourd'hui. Sans ce pétrole, quand il y avait eu le coup d'État, je pense que si on n'avait pas d'énergie, ça aurait fait partie des raisons qui vont faire capoter le coup d'État. Ou qui vont faire en sorte que le Nigérien n'allait pas pouvoir tenir. Ce pétrole qu'on a tant insulté, dont on n'a pas cru à l'époque. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, les impacts commencent dans 10-15 ans parce qu'on est au niveau macro. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de bonnes décisions. Aujourd'hui, vous savez, quand on dit à une société, aujourd'hui, comment ça s'appelle, le contenu local a été voté. Le contenu local, là, vous savez, depuis combien de temps on était dessus? On a fait 2 régimes depuis Issoufou pour Bazoum. On a fait combien de temps en train d'essayer de faire en sorte que ça soit voté? Le contenu local, pour ceux et celles qui ne le savent pas, quand vous en parenthèse, c'est de quoi il s'agit? Alors, le contenu local, c'est ça qui permet, c'est une loi en fait, c'est un décret qu'on avait pu, une ordonnance, c'était sous forme d'ordonnance, je pense que ce qui a été prise, qui oblige les sociétés qui viennent dans le domaine des mines et du pétrole, des étrangers qui viennent, ils sont obligés de s'associer avec des Nigériens. Okay. Et une partie des contrats qu'ils donnent, ils sont obligés de les donner à des Nigériens. Donc, c'est ça le contenu local. Exactement. Aujourd'hui, c'est promouvoir l'entrepreneuriat interne, c'est promouvoir le savoir-faire interne. Beaucoup plus institutionnellement. Exactement. Si c'est pas dans le dossier ne passe pas. Exactement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ces genres de décisions, vous pensez que les impacts, c'est tout de suite? Non. Là, maintenant, on est encore dans le challenge déjà de convaincre les investisseurs à venir. À cause du coup, beaucoup sont frileux, beaucoup aujourd'hui sont un peu réticents, ils essaient de voir. Mais ça va changer, tôt ou tard. On est d'accord. Quand ça va changer, les choses vont reprendre. Quand ça va reprendre et que cette ordonnance-là est encore là, ces gens-là vont venir et c'est les mêmes Nigériens-là qui vont en profiter. Et demain, ils vont dire, heureusement que l'autre-là avait pris cette décision-là. Donc, les décisions qu'on prend aujourd'hui, comme je dis pas que toutes les décisions sont bonnes. Ok, j'ai une perception de la chose. Et aussi, vous savez, il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, en tant que population, en tant que personne lambda, comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui se passe réellement au niveau sommet? Donc, les dirigeants, ils ont des informations que nous n'avons pas. Donc, ils prennent des décisions. Celui qui a toutes les informations, qui prend la décision, et quand tu prends 10 personnes qui ont chacun un fragment d'information, les 10 personnes vont tous prendre des décisions différentes. Parce qu'ils n'ont pas la globalité. Celui qui a la globalité, c'est sur lui que repose cette décision. Et cette décision impacte plus de 25 millions de personnes. Donc, naturellement, c'est lourd à prendre comme décision. Mais, comme l'a dit dans le Coran et dans la Bible, vous savez, Dieu dit, je vous donnerai un dirigeant à votre image. Donc moi, je pense que le changement, c'est d'abord nous. Si on arrive à changer, c'est d'abord nous. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Je ne voudrais pas on s'éloigne de ce sujet. C'est par rapport
aux décisions qu'on prend. Et une des décisions qu'on a prises, c'est aussi la décision de nationaliser certaines sociétés qui, à mon avis, on a un peu tardé. Tu vois, par exemple, la nationalisation de la société nigérienne des eaux. Moi, je me dis, les pays voisins, ils étaient plus là-bas, en fait. Ils ont passé le cap qu'on a tardé à prendre cette décision. Finalement, on a fini par les prendre. Et il y a eu beaucoup d'autres décisions comme ça. Est-ce que économiquement, c'est viable pour nous de reprendre nos entreprises et de les nationaliser? Alors, pour ce qui est de ma part, je vous donnerai mon avis, comme je dis. Oui, bien sûr, je vous demande Parce que moi, à mon niveau encore, je n'ai pas toutes les informations. Donc, il y a des informations que je n'ai pas, dont je ne connais pas la portée. Alors, mais moi, à mon niveau, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas aller sur tous les fronts. La nationalisation, naturellement, on est obligé d'y arriver. La privatisation, le lancer de privatisation que les Blancs nous avaient fait faire à l'époque doit changer. OK, on est obligé de les nationaliser. Mais avant de nationaliser, je pense qu'il y a un préalable. Et bon, parmi ces préalables, vous avez vu récemment, la Cour des comptes a été mise en place. La Cour des comptes fait des rapports généralement internes sur toutes les entités, les institutions étatiques. On doit assainir l'existant parce que nous avons fait l'expérience. Une société comme la Nigélec, une société comme la Sonidep, c'est des sociétés qui n'ont pas marché dans la forme qu'elles étaient à l'époque. Aujourd'hui, les formes-là ont été changées. Moi, je pense qu'il faut surtout aller sur la bonne gouvernance. Et pourquoi ne pas aller comme dans les grandes entreprises, les cotés en bourse? Parce que quand une société est cotée en bourse, toute la gestion change déjà. La gestion change et il n'y a plus de possibilité de faire du faux ou mieux de faire de magouille ou quoi que ce soit. Et ces actionnaires-là, on n'est pas obligé de prendre des gens étrangers. On peut demander aux Nigériens qui peuvent d'investir dedans. Quand la société est cotée en bourse, ça change complètement la dimension. Et vous savez, ça peut être une des... En fait, cette discussion, elle est très intéressante parce que j'ai des contacts en Côte d'Ivoire et ne serait-ce que ce week-end, il y a un de mes contacts qui m'a appelé pour dire, écoute, moi j'investis dans la SODECI. La SODECI, c'est la société ivoirienne des eaux. Et j'étais en mode, ok, j'ai investi dans une société comme ça, même pas pour l'argent qui va gagner, mais juste par fierté, je dis, écoute, je mets mon argent dans une entreprise étatique qui finalement, mettant mon argent, je considère cette entreprise comme la mienne en fait. Et c'est tellement... Moi, en tout cas, j'ai ressenti le truc, ma fibre patriotique panafricaine, c'est dit, waouh, pourquoi pas... Je vais encore faire la promotion de notre société. Je peux dire qu'aujourd'hui, la Nigélec est en bourse, gars, et si je... Alors, je vais te donner un exemple, ok. Aujourd'hui, je vais faire la promotion, comme j'ai dit, à une autre société que moi, j'ai connue il y a quelques années, la SCGI de Niger. Vas-y. Ok. Moi, j'ai investi beaucoup en bourse. Vas-y, qui est vers terminé. Exactement. Moi, j'ai investi beaucoup en bourse. Et la première fois, quand il m'avait approché pour y aller, c'est parce que je le connaissais. C'était un bon grand frère. J'ai dit, je vais essayer. En essayant, j'ai commencé à prendre goût. Mais c'est dommage que moi, que je mette mon argent et tous les gens comme moi qui investissent dedans. À la SODECI, moi, je suis actionnaire. Je suis actionnaire à la CIE. Je suis actionnaire à Orabank. Je suis actionnaire à la BOA. J'apprends des choses. Pour ne citer que cela. Alors, naturellement, aujourd'hui, j'aurais aimé que ça soit pour la NDE, pour la Nigélec, que Foucault, à Sonidep. OK. Que moi, d'aller amener de l'argent frais à toutes ces entreprises-là d'autres pays, OK, alors que j'aurais pu l'amener chez moi. Sauf que parce que les conditions ne sont pas réunies chez moi. Exactement. Moi, je pense que pour aller pour la nationalisation, c'est peut-être par ça qu'il fallait commencer. Maintenant qu'on l'a nationalisé, OK. Parce que, vous savez, la Somaïr, par exemple, qu'on vient de nationaliser, la Somaïr dépense énormément d'argent avant de recueillir. Les mines, ça demande énormément d'investissement. Ces investissements-là, aujourd'hui, est-ce que nous les avons? Non. Aussi, les parts que nous venons de nationaliser, il faut les dédommager. Parce que si on ne les dédommage pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir l'effet contraire. Si on ne les dédommage pas, toutes les autres entreprises du monde ont vu dessus. Et on sait, au Niger, ce n'est pas bon d'investir parce que du jour au lendemain, l'État peut tout prendre et puis c'est tout le monde. Alors que naturellement, ils sont paresseux de regarder le passé, de regarder l'historique.
Orano exploite cette mine depuis combien de dizaines d'années? Qu'est-ce que nous avons eu dedans depuis? Exactement. C'est quand on fait le bilan. C'est de bonnes guerres, mais c'est juste qu'il y a une manière de faire. Aujourd'hui, tout à l'heure, on avait parlé de la justice. Tu avais parlé du fait que tu avais eu gain de la justice. Tu sais, la justice, comment elle fonctionne? Aujourd'hui, tu es mon employé. Tu m'as volé. Je suis en droit de te chasser. Toi-même, tu sais que je suis censé te chasser en tant que... Mais si je te sache, tu peux me poursuivre pour licenciement. Parce que je ne l'ai pas fait comme il faut. Parce qu'il y a une loi qui dit comment il faut le faire. Voilà comment il faut faire quand tu veux envoyer ton employé. Soit ça se fait par entente, soit tu fais une procédure normale. Vous faites les préavis, tu lui donnes ce qu'il y a à donner, et après tu le fais signer solde de tout compte, et puis vous en finissez, puis vous vous séparez. Bientôt. Tu es obligé de le faire, même si tu ne l'aimes pas. Donc, il faut qu'on respecte la loi, qu'on soit État ou pas. Qu'on soit État ou pas. Alors, donc aujourd'hui, je pense que naturellement, on l'a nationalisé, c'est une décision politique très forte. Les gens l'ont accueilli de passage, mais c'est une décision très forte et qui a beaucoup d'impact. Il va falloir les dédommager de leur part. Parce que, naturellement, il y a eu des accords, il y a eu des contrats qui nous lient. Ils sont rentrés dedans, ils sont dans le capital. On ne peut pas juste fermer et puis dire c'est fini. Donc, naturellement, on va les dédommager, tôt ou tard, quelle que soit la forme. On va devoir les dédommager. Aujourd'hui ou demain, ça va arriver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de faire tourner cette email? C'est ça la question. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et comme tu l'as dit, je vais te compléter. On n'a pas toutes les informations. Peut-être quelqu'un quelque part a toutes les informations. Et puis on donne, on ne peut que dire que, enfin, on ne peut que donner le temps pour voir les conséquences de... Exactement. Cette discussion, elle est très passionnante. Avec toi, j'ai appris l'importance déjà enfin, les process déjà pour qu'on puisse nationaliser. Ensuite, j'ai compris aussi le fait que j'ai appris qu'un de mes proches avait investi à la CDC, le sentiment que ça m'en fait, ça t'a fait la même chose. Ça veut dire que ça se passe bien. On va clore cette émission avec ton regard sur l'entrepreneuriat des jeunes hier. Depuis les événements du 26 juillet, nous n'avons plus de ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Et pourtant, il y a eu des initiatives. Mais aujourd'hui, quand on voit un peu l'écosystème, c'est un peu... ça a un peu ralenti au niveau des jeunes entrepreneurs. Quand on voit des centres comme le centre incubateur des petites et moyennes entreprises, l'animation n'est plus le même comme l'animation n'est plus la même comme avant. Quand on observe aussi au niveau de certaines entreprises qui ont quand même fermé récemment et tout, on se dit, est-ce que toi, ton analyse, est-ce qu'on est dans le bon sens en tant que jeune entrepreneur aujourd'hui, ou bien il faut qu'on se serre encore un coup d'entre un peu plus longtemps? Vous savez, l'un de nos problèmes, c'est la dépendance extérieure. Même pour les entreprises. Même pour les entreprises. Vous savez, le truc, c'est que on est interconnectés, on est liés. Quand l'État va mal, les entreprises vont mal. Quand l'État va mal, on pompe les entreprises. Quand on pompe les entreprises, ils ferment. On est interconnectés. Quand vous avez un problème, ok? Aujourd'hui, beaucoup de nos commerçants ont sorti tout leur argent du Niger. Ceux qui restent, la majorité, n'ont plus confiance aux banques, ils gardent l'argent avec eux. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait du mal à nous-mêmes. Tout s'arrête de tourner. Rien ne tourne. On ne peut pas demander à l'État de faire de la magie. Elle n'en fera pas parce que de toutes les façons, la BCEAO ne donne plus d'argent. Ok? Elle vous donne vos dépôts aux banques. Elle ne fait pas de refinancement. Le temps de voir clair. Ou tout simplement par politique ou quoi que ce soit, comme on dit, il y a quelqu'un quelque part qui a toutes les informations. Mais une chose est sûre, il n'y a plus de cash qui circule. Vous avez la dette intérieure qui n'est pas réglée parce qu'il y a beaucoup de zones d'opacité. Il y a beaucoup de factures opaques qui sont dans le système que les gens refusent de payer parce qu'ils veulent voir clair. Sauf que toutes les factures ne sont pas fausses. Bien sûr, justement. Il y a une partie quand même qui sont quand même claires où il faut payer. Mais on n'a pas l'argent pour les payer. Si on ne les paye pas, les banques ne reçoivent pas. Quand les banques ne reçoivent pas, ils ne peuvent pas donner.
Donc aujourd'hui, même Ceux qui ont fait des prêts, ils s'endettent de jour en jour parce que les prêts sont... les agios ne continuent d'auto. Bon, nous, heureusement, ça nous fait plus de travail parce qu'on travaille beaucoup. Comme on dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Alors, mais qu'à cela en tienne, comme j'ai dit, en fait, nous, on est allé dans une perspective de faire d'avoir plusieurs branches. Je crois qu'au cas où un ne marche pas, qu'un ne se marche. Ce qui étonne tout le monde de voir aujourd'hui, malgré que ça va pas, comment je fais pour m'en sortir. Beaucoup me posent la question parce que j'y suis investisseur dans beaucoup de choses. Comme je te disais, je suis actionnaire dans beaucoup de sociétés. Je vis également des dividendes. J'ai fait beaucoup d'investissements dans beaucoup de domaines. Donc, même si ça vient pas, c'est pas grave. Mais l'essentiel, aujourd'hui, c'est de relancer l'économie. Pour relancer l'économie, je pense qu'il faut surtout investir sur les PME et les PMI. C'est un secteur qui est laissé à elle-même. Alors, donc, à un moment donné, il va falloir reprendre cela et recadrer cela. C'était bien parti avec les centres incubateurs, comme on disait tout à l'heure. Alors, quand il y a un problème dans un pays, au lieu de tous fermer et de partir, au contraire, c'est maintenant qu'il faut revenir, mettre la main dans la main et arranger les choses. Maintenant, quand il y a eu le coup d'État, il y a beaucoup qui ont perçu cela comme un problème. Donc, beaucoup ont fermé la porte, ils sont partis. Ça a double impact. OK, maintenant, les dirigeants, ils veulent changer des choses, mais ils changent les choses avec qui? Ils changent les choses comment? Alors, tout ce qu'il y a eu durant 15-20 ans qu'on a pu faire pour venir là, c'est à l'eau. Ces entreprises, ils ont tous sorti leur argent. Comme je disais, ils sont allés investir dans d'autres pays. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent s'attendre à ce que leur pays bouge? Si toi-même, en tant que... On s'est fait du mal, bien on se fait du mal. Exactement. Le mal, c'est de nous-mêmes. Comme je disais, on aura des dirigeants à notre image. Et le changement doit d'abord venir de nous. Et tant que nous, on ne change pas, on ne pourra jamais avancer. Ça, je pense que c'est un bon punchline. Tant que on ne change pas, on fera. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas attendre que l'État change tout pour nous. D'abord, l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. C'est nous qui faisons l'État. Alors, si chacun à son niveau, comme disait l'autre, quand tu te réveilles le matin, cours. Que tu sois gibier ou que tu sois prédateur. Dans les deux cas, il faut savoir courir. Quelqu'un va manger quelqu'un de toutes les façons. Si tu es gibier, tu dois courir plus vite que le prédateur. Si tu es prédateur, tu dois courir plus vite que la grenouille. Dans les deux cas, tu dois courir. Quand tu te réveilles le matin, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. L'essentiel, c'est de ne pas rester, de ne pas faire du surplace. L'essentiel, c'est d'avancer. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est du surplace qu'on est en train de faire. Les gens ne sont pas en train d'avancer. Quand aujourd'hui, au 21e siècle, les gens sont encore en train de développer le secteur informel, c'est que ça va très mal. Tout le mal qu'on s'est mis pour créer plus de 5000 et quelques entreprises qu'on crée chaque année, tout ça, c'est mort. Parce que toutes ces entreprises sont en train de fermer parce que la fiscalité, les impôts sont en train de les oppresser. Et les impôts les oppressent obligatoirement parce qu'eux aussi ils doivent faire des chiffres derrière. Parce que l'État doit survivre, parce que l'État doit faire des commandes, parce que l'État doit faire des salaires. Et la première personne, peut-être l'une des premières personnes qu'on appelle, c'est le ministre des Finances. Le ministre des Finances, c'est l'appelle le directeur des impôts et de la douane. Parce que c'est les deux sources de revenus. Alors, c'est pour ça que j'ai dit il faut à un moment donné que l'État commence à investir, que l'État trouve des sources de revenus. Parce que s'il n'y a pas d'autres sources de revenus, on va oppresser les entreprises. Et quand on les oppresse, ils ferment. Pour conclure, juste une dernière question pour conclure, ça, je te promets. Un des plaidoyers que moi, je fais depuis le 26 juillet, c'est l'ouverture des frontières, surtout des frontières avec le Bénin. Considérant l'impact économique et le pouvoir économique que ça représente pour les petits entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un plaidoyer que toi tu portes bien? Alors, je vais donner mon point de vue sur le sujet. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas certaines informations. Ouais, je pense que tu as le doute. Alors, donc, nous, à notre niveau, on peut te spéculer. Okay, cool. Alors, c'est ce qu'on veut. Tu sais, le dirigeant, il est comme ton père. Un enfant, il peut se lever le matin, il a besoin de bonbons, il a envie de bonbons. Mais tu sais que si tu lui donnes du bonbon, il va avoir des caries. Mais toi, en tant que père, tu sais cela. Mais lui, en tant qu'enfant, il ne connaît pas ça. Comme quand tu te réveilles le matin, tu veux avoir 1 milliard. Mais Dieu ne te le donne pas parce qu'il sait que si tu as 1 milliard, tu as un autre mindset, tu vas rentrer dans autre chose. Tu vas être voleur, tu vas être tueur, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas faire d'autres péchés qui sont encore plus graves que ce que tu es en train de faire en fait pour avoir le milliard. Donc dans tous les cas de figure,
à notre niveau, nous, on pense que c'est ce qui est bien pour nous. Maintenant, les dirigeants pensent que c'est pas ce qui est bon parce que derrière, il y a des informations que eux, ils ont que nous n'avons pas. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Il faut prendre le problème différemment. Le problème, quand on essaye et que ça marche pas, changeons de méthode. Donc, pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas aller toujours et encore sur la frontière du Bénin. Il faut trouver des sources. Il faut changer le système. Pourquoi on a besoin d'importer de la nourriture? On a combien d'hectares, combien de milliers d'hectares de terres arables? On a combien de cheptels? Aujourd'hui, le secteur sylvo-agro-pastoral représente 48% du PIB du Niger. Ça emploie 80% des personnes actives. Le monde rural, c'est plus de 60% de la population. Alors, donc, pourquoi est-ce que nous n'allons pas investir, par exemple, pour ceux qui ont en train de se faire maintenant pour les rizières? Alors, dans peu de temps, on sera autosuffisant sur le riz. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour les autres? Pourquoi on est en train de toujours réfléchir à ce qu'on ouvre la frontière alors qu'on peut nous-mêmes développer des sources internes? Le Nigeria, ils ont interdit l'importation du Nigeria. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président, il a obligé. À l'époque, c'était le président qui venait de sortir là avant Tinubu. Buhari, exactement. Alors, il a obligé les commerçants là à faire le riz au Nigeria. Alors, au lieu de tout le temps continuer de s'entêter, de parler de la frontière qui est fermée, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de s'acharner à trouver des solutions en interne, à fabriquer en interne ce dont nous avons besoin? Et pour appuyer cela, mon père étant féru de Rawlins, donc mon père me rappelait que quand Rawlins avait fait son coup d'État, il avait fermé la frontière, il a demandé aux Ghanéens, à partir de maintenant, vous mangez ghanéen, vous vous habillez ghanéen, même le savon, il faut le produit ghanéen. Et aujourd'hui, le Ghana fait partie des pays les plus industrialisés de l'Afrique occidentale, champion sur beaucoup de produits. Donc, oui, pour vraiment corroborer ce que vous avez dit. D'ailleurs, j'ai eu mon prix au Ghana. C'était au Ghana que les awards avaient été organisés. Donc, j'ai eu la chance de visiter leur parc industriel, de faire des visites et puis de savoir un peu comment fonctionne. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce prix? Est-ce que c'est une reconnaissance par rapport à ces efforts? Oui, bien sûr, naturellement. C'est juste que, bon, encore chez nous, c'est un peu méconnu. Les gens ne s'y intéressent pas réellement. Mais pour les autres pays, les lauréats, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont été accueillis. Le président de la République les a reçus. Ils sont passés au journal, ils sont passés partout. Mais bon, au Niger, j'étais revenu, il n'y avait rien. Et mieux encore, il y avait notre président était dans le même hôtel que moi à l'époque, le jour où j'avais eu le prix. Ils étaient venus pour un sommet de la CEDEAO. Et personne n'a assisté. C'était en 2022. C'était son Excellence Bazoum qui était le président de la République du Niger. Il était dans l'hôtel. Et ils n'avaient pas l'information? Si, il avait. Et mieux encore, son prédécesseur, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui était également ancien président de l'État du Niger, était aussi dans le même hôtel. Et ils avaient des protocoles. Il y avait plein de monde qui était là, que j'ai rencontré, que j'ai prévenu de ce qui était prévu pour le même soir là-bas, après le sommet, mais personne n'était venu. Quand j'étais revenu au Niger, c'était Silence Radio également. On a fait, à l'époque, on avait fait des demandes pour des audiences, mais personne n'avait reçu. Mais oui, naturellement, pour moi, c'est un sentiment de fierté qu'on dise qu'aujourd'hui, un Nigérien est parmi les 40 jeunes meilleurs entrepreneurs de moins de 40 ans de l'Afrique. Pour moi, c'est un honneur. Et il y a eu un travail énorme derrière. Il y a eu des sacrifices énormes derrière pour y arriver. Et j'encourage les jeunes à ne pas aimer la facilité. Plus les choses sont faciles, plus vous avez des chances de les perdre. C'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien retenu aussi. On va se dire à très bientôt parce que notre discussion n'a pas fini. Je pense qu'on va réfléchir d'ici la fin d'année, refaire un deuxième numéro, peut-être cette fois-ci 100% économie, pour donner des conseils peut-être à un jeune qui a envie d'investir, peut-être en bourse. Toi, tu vas nous raconter ton expérience en tant qu'aîné, parce que moi, depuis le week-end passé, mon ami, il marchait pas directement, mais quand il m'envoie ses captures d'écran, quand il m'envoie ses mails et tout, et que ses attestations boursières, je dis waouh, ça passe fort et ça part fort. Donc moi, ça m'intéresse. Je pense qu'on va se retrouver dans un cadre beaucoup plus intime, pas un plateau. Peut-être on va réorganiser le plateau pour pouvoir réenregistrer au niveau du bureau, parce que c'était très passionnant de discuter avec vous.
On n'a jamais discuté autant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on se voit, c'est toujours la course et tout. On n'a jamais discuté autant. Est-ce que vous avez un mot pour Alors oui, ça serait avec bonheur et plaisir qu'on puisse faire un autre numéro où on va pouvoir parler des filières, des chaînes de valeur qu'il faut développer, le lait, la gomme arabique, le niébé, tout ce que nous avons au Niger que nous pouvions. Il y a la on ne voit pas. Exactement, l'énergie, qu'on puisse parler de l'économie numérique, de FinTech, des secteurs promoteurs, des secteurs de l'avenir. Alors donc, je reste à portée de voix. Merci. Pour que quand vous auriez un peu de temps à m'accorder, je pourrais revenir avec plaisir et peut-être aller sur plus de détails, parler économie purement et maintenant peut-être faire la genèse de comment on y est arrivé là et les impacts, faire des études d'impact des décisions qui sont prises aujourd'hui. Mais pour clôturer, je dirais un mot à nos jeunes. Vous savez, le Niger, c'est l'un des pays les plus jeunes au monde. Nous avons plus de 57% de la population avec moins de 18 ans. La jeunesse, c'est ça qui a fait la force de la Chine. La jeunesse, c'est ça qui a fait la force du Nigeria. La jeunesse, c'est ça qui a fait la force de pratiquement tous ces pays. Et c'est pas une malédiction comme on essaie de nous le faire croire. C'est plutôt une bénédiction. Donc, il faut pouvoir ces jeunes-là les canaliser. Le mot que je donne à l'État, c'est de pouvoir canaliser ces jeunes, pouvoir leur donner de quoi faire. Parce que ces jeunes, c'est un couteau à double tranchant. Quand ils ont du travail, ils peuvent développer un pays. Quand ils n'ont pas du travail, ils peuvent également détruire un pays. Aujourd'hui, c'est ces mêmes jeunes-là qui ne sont pas en train de travailler que les djihadistes sont en train de recruter. C'est ces mêmes jeunes-là qui sont pompés par les impérialistes, comme on aime le dire, ou par toutes ces personnes, de se révolter dans tous les pays où les gens essayaient de faire changer les choses. Alors ces jeunes-là, quand ils sont canalisés, quand ils ont du travail, ils peuvent développer. Et quand ils ne l'ont pas, ils peuvent détruire le pays. Maintenant, vis-à-vis des jeunes entrepreneurs, je leur dirais d'être encore plus résilients. Le plus difficile reste à venir. Donc, il faut que chacun, à son niveau, commence à se corriger et commence à bien faire sans réfléchir et sans regarder l'autre et sans se dire pourquoi pas. Que chacun puisse le faire à son niveau. Et je vous promets que dans 10 ans, comme vous l'avez dit, quand on va rien parler, on sera tous au pas. On sera tous au pas dans un studio mieux équipé parce que c'est notre challenge d'évoluer chaque jour que Dieu fait. Si vous vous levez le matin, soit vous êtes fauve et puis vous courez derrière votre proie, soit vous êtes gibier et puis vous fuyez votre proie, comment je peux le dire, celui qui chasse, Le prédateur. Votre prédateur, voilà. Du coup, quoi qu'il en soit, levons-nous chaque matin avec la même détermination et si Dieu le veut, qui se lève avec détermination se couche pas tout le temps, mais souvent avec satisfaction. Chers amis, ici, c'est le plateau des jeunes qui font le Sahel. Si vous avez une initiative, vous avez un produit, ou bien vous avez une idée, que vous pensez qu'on puisse discuter ensemble, n'hésitez pas, écrivez-nous en privé ou bien en commentaire. Ça sera un plaisir de préparer une émission avec vous pour parler de votre vision du Sahel, de votre vision du Niger.